Donc, c'est parti pour cette deuxième séance donc, du programme Réseauter comme un pro, où nous travaillons ensemble vos stratégies relationnelles pour pouvoir aller débloquer des ventes et faire au moins x2 dans vos ventes et dans votre chiffre d'affaires. Donc, on a vu la semaine dernière la stratégie ADN, donc comment vous pouvez créer votre propre système d'attraction client. Et là, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment vous allez débloquer des ventes et surtout comment vous allez incarner la posture du cardiologue qu'on a commencé à voir la semaine dernière. Pour rappel, la posture du cardiologue, c'est simplement cet état d'esprit, ce mindset de se dire, en fait, j'ai pas forcément besoin de vendre. Je sais que c'est difficile quand on est dans son activité, que c'est un peu compliqué et que, par exemple, on n'a pas fait de vente depuis longtemps et qu'on a absolument besoin de générer du chiffre d'affaires. Se dire, finalement, je n'ai pas besoin de vendre, se mettre dans l'état d'esprit de, en fait, c'est mon client qui a besoin de moi. J'ai une solution, mon client a un problème. Je suis comme le cardiologue qui va l'aider à solutionner son problème. Donc, rentrer dans cet état d'esprit, dans cet état de mindset de se dire finalement, si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Ma vie ne dépend pas de cette vente. Mon entreprise ne dépend pas de cette vente. Je sais que c'est difficile quand on n'a pas beaucoup de clients, quand on n'arrive pas forcément à générer des ventes de manière fluide. C'est pas évident de se dire, en fait, ma vie, mon entreprise ne dépend pas de cette relation, ne dépend pas de ce contact. L'état du cardiologue, c'est ça, c'est aller vraiment se mettre dans ce mindset de, en fait, que tu achètes ou que tu n'achètes pas, d'une part, mon expertise reste la même et mon entreprise va quand même se développer et je sais comment faire. Donc, aujourd'hui, on va travailler, on va rentrer dans le détail de la relation que vous avez avec vos clients, de la relation que vous allez créer avec votre client. Et si aujourd'hui, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas encore défini de manière chirurgicale votre avatar client, si vous n'êtes pas encore positionné vraiment sur votre marché, il y a quelque chose qu'on devra faire ensemble en séance individuelle parce que les stratégies que je vous partage dans ce programme, elles sont d'abord à destination de personnes qui ont déjà une clientèle et qui sont déjà en action, qui ont déjà fait des ventes. Donc, si vous avez déjà fait des ventes, mais vous sentez qu'il y a quelque chose encore à faire au niveau de votre avatar client, c'est quelque chose qu'on voit en entretien individuel. Ça vous va? Donc, c'est parti pour cette deuxième séance. Hop, la semaine dernière, on s'est arrêté. On a vu vos objectifs. Tac, tac. On a vu ça. Hop, voilà, on s'est arrêté ici. Donc, on a fait le plan d'action donc, de la séance 1. C'est le système ADN et le tunnel relationnel. Ça, vous l'avez vu. Vous avez le workbook. On a vu le dialogue avec le fait de dialoguer avec 6 clients. Est-ce que vous avez créé des dialogues avec 6 clients cette semaine? Est-ce que vous avez commencé à interagir avec des clients potentiels? Je crois que Lika, tu avais un rendez-vous. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu appliquer ce qu'on avait vu ensemble? Est-ce que tu veux faire un petit retour sur comment s'est passé ton rendez-vous de mardi dernier? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour tout le monde. Alors, mon rendez-vous c'est très bien passé. Enfin, j'ai vraiment tout mis en application. Hein. Franchement, en RIFA, j'ai vraiment tout mis en application. Et finalement, ça s'est très bien déroulé. Je t'entends plus. J'avais coupé mon micro, mais je pense que tu Oh, me pardon, voyais excuse-moi. Oui. agiter. Oui. Et donc, ça s'est bien passé, tu as mis en application, c'est cool. Et ça a été fluide pour toi, donc cette interaction Oui. avec ce nouveau client. Très fluide, sans prise de tête, une bonne énergie, sincèrement. Et effectivement, elle était très contente que j'intervienne avec mon intervenante. Donc du coup, voilà, elle démarre cette semaine en connaissant physiquement la personne qui viendra chez elle. Donc en fait, voilà, super. Génial, génial. Félicitations. Premier contrat direct, bingo. Trop, trop bien. Et c'est ça qu'on veut fêter dans ce programme. C'est vraiment aller appliquer des méthodes relationnelles. Donc, Lika, tu n'es pas du tout commercial. Hein. À la base, c'est pas ton truc. C'est même pas. Enfin, tu n'as pas envie de forcément prospecter. Et là, l'idée, c'est d'aller interagir avec vos clients de manière vraiment humaine, connecter avec eux selon vos propres principes, vos propres codes, hein, encore une fois,
Je n'ai pas une méthode toute faite que je vous délivre. C'est on développe votre propre méthodologie relationnelle, votre propre stratégie relationnelle pour aller débloquer des ventes et constituer finalement votre carnet d'adresses client. Donc, trop cool. On démarre avec cette bonne nouvelle. Bravo Lika. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller connecter avec votre zone de génie. Je crois que ça, on l'a vu. Dites-moi si on l'a pas vu, mais je passe très rapidement. Ce que je vous l'ai dit, c'est que vous n'avez pas besoin de vendre. En tant que cardiologue de votre domaine, on sort, même si ce programme a été pensé pour vous aider à faire des ventes, on sort du besoin de vendre. Vous n'avez pas besoin de vendre. Vous n'êtes pas des vendeurs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller adopter cet état d'esprit. En fait, oui, je vais faire des ventes, bien sûr. On est là pour générer du chiffre d'affaires, mais je ne suis pas vendeur et je ne suis pas dans la vente. Par exemple, quand on s'est rencontré avec Lika, tu avais une stratégie qui consistait à aller en présentiel auprès de tes clients potentiels, donc de tes prospects, et finalement, quelque part, un peu demander du travail en demandant s'ils avaient un besoin. C'est bien ça, hein, tu me reprends si je me trompe. Donc, tu étais dans cette posture de je viens demander du travail, je viens chercher du travail. Donc, ce n'était pas une posture de finalement cardiologue. Le but de cet accompagnement, c'est de t'aider, c'est de vous aider à adopter une posture où finalement c'est le client qui va venir vers vous, c'est le client qui va venir faire une demande. Et même si c'est vous qui allez vers le client, il y a des façons de sorte à ce que le client soit d'une part en confiance et ne vous considère pas comme quelqu'un qui est en train de le prospecter, mais véritablement comme quelqu'un qui est en train de lui apporter ce qu'il attend depuis un certain temps, c'est-à-dire une solution à son problème. C'est tout l'objet de ce programme. Parce que s'attacher à un besoin non assouvi, c'est mourir. Clairement, quand on est dans le besoin, on a besoin de tous manger, on a besoin de boire. Si on ne mange pas, si on ne boit pas, on meurt. On n'a pas besoin de vendre. Mais si on envoie le message à notre subconscient, à notre non-verbal, qu'on a besoin de vendre, et ça parfois on le dit, hein, j'ai besoin de générer du chiffre, je dois absolument développer mon entreprise. Quand on envoie ce message-là, quand on n'atteint pas notre objectif, qu'est-ce qui se passe? On a envoyé le message à notre cerveau qu'en fait, c'est mort. Et même parfois, on le dit, si je ne développe pas mon entreprise, si je ne fais pas cette vente, c'est mort. Maintenant, ce n'est pas mort. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe on sort de l'état du besoin de vendre et on va juste connecter à son plein potentiel? On commence tout de suite avec les hostilités positives. C'est d'aller lister 5 choses qui prouvent que ton client a besoin de toi. Ça, on ne l'a pas fait la semaine dernière, hein, on est d'accord, hein, on n'a pas fait ça. Hein. Donc, l'idée, c'est d'aller lister, et ça, vous le retrouvez dans le drive partagé, dans le workbook de la semaine dernière, dans le workbook séance 1. Vous pouvez lister les 5 choses qui prouvent que votre client a besoin de vous. Vous pouvez ouvrir un onglet dans le workbook et lister juste 5 choses qui, selon vous, prouvent finalement que votre client a besoin de vous et 5 choses qui prouvent qu'il est perdant s'il ne fait pas appel à vos services. Son coût d'opportunité, par exemple pour Laura, quel est le coût d'opportunité? Qu'est-ce que perd l'entreprise qui ne fait pas appel à tes services, qui a connaissance de tes services, qui a potentiellement besoin de tes services? Qu'est-ce qu'elle perd quand elle ne fait pas appel à toi? Listez ça, parce que ça va être des sujets de communication avec vos clients. Donc, allez-y, on prend 2 petites minutes. Et on va lister les 5 choses qui prouvent que votre client a besoin de vous. Lui, il a besoin de vous. Parce que lui, il a un problème. S'il ne résout pas son problème, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie et vous savez ce que c'est, selon vos spécificités, selon vos domaines d'activité, selon votre clientèle. Et en général, ce qui prouve que votre client a besoin de vous, c'est ses points de douleur. Moi, aujourd'hui, j'ai peut-être besoin de Thomas. J'ai même besoin de Thomas parce que je suis nulle en graphisme. Je veux dire, si je veux avoir une image de marque telle que je la projette, et si je continue avec mes canevas là, en fait, je suis pas dans ma pleine puissance au niveau de l'identité de ma marque.
Et donc, ça prouve que j'ai besoin de Thomas parce qu'en tant que cliente, ça me travaille. Je suis consciente que j'ai travaillé mon image. Je suis consciente que j'ai besoin que mon image soit à la hauteur de ce que je projette pour mon entreprise. Je suis consciente de ça et je suis dans la recherche de quelqu'un qui puisse m'aider à le faire. Donc, si je ne fais pas appel à quelqu'un comme Thomas, je suis perdante. C'est dans le workbook numéro 1, de la séance numéro 1. Et là, c'est un onglet libre. Vous pouvez ouvrir et noter là-dedans. Donc, les 5 choses qui prouvent que votre client a besoin de vous et les 5 choses qui prouvent qu'il est perdant. Si je ne fais pas appel à Thomas, si je continue sur l'exemple de Thomas, si je ne fais pas appel à Thomas, qu'est-ce que je perds? Eh bien, je perds le client que moi je vise. Parce que le client que je vise, lui, il est regardant sur l'image de marque. Donc, je vais peut-être attirer des clients, mais pas mon client idéal. Ça vous parle? Donc, allons chercher ce que potentiellement perdent vos clients, parce que ça nourrit plus tard le discours que vous allez entretenir avec lui. Et c'est avec ces informations-là que vous allez le toucher. Parce que lui, il se dit ça. Il se dit, waouh, si j'ai pas la bonne identité de marque, si mes couleurs sont pas cohérentes, je sais que le client que je vise aujourd'hui, il est regardant sur ça, sur cette qualité d'image. Et donc, quelque part, je suis perdante. Combien ça vaut d'attirer un client à 10 000 euros versus une prestation à potentiellement 1 000 euros, 1 500 euros, 2 000 euros chez Thomas? Le calcul est vite fait. C'est un investissement. Donc, combien perd? Qu'est-ce qui prouve que votre client perd quand il ne fait pas appel à vous? Et potentiellement, combien il perd si vous pouvez aller jusqu'à ce niveau d'information? Encore une petite minute sur ça et on continue. Déjà, est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez ces 5 éléments, les 5 choses qui prouvent que votre client a besoin de vous? Est-ce que vous l'avez? Faites-moi un signe dans le chat ou un signe de la tête. Là, je suis revenue. Est-ce que vous avez ça? Oui? OK. Et ensuite, est-ce que vous avez les 5 choses qui prouvent qu'il est perdant en ne faisant pas appel à vous? Vous pouvez me dire dans le chat aussi. Ensuite, maintenant, on va planifier vos 3 QPI. C'est un outil que j'ai repris de mon mentor Vishen Lakhiani, qui est le fondateur de Mindvalley, la plateforme Mindvalley, pour ceux qui connaissent. Il a développé cet outil pour aider les personnes à se projeter et à manifester finalement leurs objectifs. Et je trouve cet outil ultra puissant parce que je l'ai fait en 2019. Et en 2022, tout ce que j'avais noté, c'était réalisé. J'avais noté que je voulais faire des conférences devant plus de 1000 personnes. Je suis passée à Vivatech. J'avais noté que je voulais me rémunérer dans ma boîte. Ça, c'est arrivé un peu plus tard, mais c'est quand même arrivé. J'avais noté que je voulais même un 3e bébé. J'ai fait 2 fausses couches, mais c'est quand même arrivé. Alors, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais cet exercice m'a mis dans la disposition mentale de recevoir ce que je projetais. Et pourquoi je l'intègre dans mes programmes? Parce que je parle beaucoup de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on ne maîtrise pas, de l'intouchable. Et je pense très fort qu'il y a quelque chose de l'ordre de notre énergie, des intentions qu'on met sur nos actions qui jouent dans les résultats qu'on va produire. Et donc, cet exercice, il va vous aider à mettre 3 colonnes, les 3 questions les plus importantes à se poser pour réaliser ces objectifs. Et on va le faire ensemble. En tout cas, on va le commencer ensemble. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et vous, tranquillement, à la maison, vous pourrez vous poser dessus et compléter le tableau qui se trouve, du coup, dans le drive partagé. Donc, les 3 questions les plus importantes, donc 3 QPI, 3 questions les plus importantes, c'est celle-ci. En matière d'expérience, et là, on va vraiment poser l'intention ici, maintenant, dans ce programme. On est encore au début de ce programme. Certains d'entre vous, c'est la première fois que vous rentrez dans le programme, vous allez rattraper le replay. On va poser l'intention et on va se projeter.
juste dans le cadre de cette expérience, donc les 9 mois qu'on va passer ensemble, les 3 mois qu'on va passer ensemble, les 6 mois qu'on va passer ensemble, quelles sont les expériences que vous voulez vivre en faisant ce programme? C'est-à-dire, quel type de résultat vous voulez produire dans votre entreprise? Je sais que certains d'entre vous veulent faire x2, x3, x4 leur chiffre d'affaires. Certains d'entre vous veulent pouvoir se rémunérer. Mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour pouvoir voyager? Est-ce que c'est pour pouvoir offrir des cadeaux à votre famille? Est-ce que c'est pour pouvoir avoir plus de temps pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre à travers cette expérience? Vous avez investi sur vous pour avoir des résultats. Qu'est-ce que vous voulez en faire comme expérience? Ensuite, en matière d'évolution, imaginons que vous avez mis, je veux faire 2000 euros de chiffre d'affaires là cette semaine, ou je veux atteindre x2, x5 mon chiffre d'affaires. Très bien. Et aussi, j'aimerais, pourquoi pas, animer des conférences ou créer des rencontres avec ma clientèle, faire des séminaires, partir en escapade, j'en sais rien. En tout cas, vous avez en tête des expériences à vivre avec votre clientèle dans le cadre de votre entreprise, notez-le. Et en termes d'évolution, aujourd'hui, vous êtes à un stade. Demain, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voulez passer d'entrepreneur à investisseur? Est-ce que vous voulez passer d'entrepreneur à philanthrope? Est-ce que vous voulez passer d'entrepreneur à professeur dans les universités? Quelle est l'évolution que vous voyez dans le cadre de votre projet aujourd'hui, l'évolution personnelle? Est-ce que vous êtes devenu un conférencier renommé? Je sais que par exemple, Laura, tu mènes déjà des conférences. Est-ce que vous avez envie d'évoluer vers peut-être peut-être que l'entrepreneuriat, c'est juste un tremplin. Vous avez envie d'autre chose. Quelle est l'évolution que vous projetez? Alors, là, ça va être un peu plus à long terme, moyen-long terme, mais l'idée, c'est vraiment de commencer à se projeter sur les résultats une fois que vous avez réalisé votre résultat, une fois que vous avez généré ce chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous voulez évoluer avec ça? Ensuite, il y a l'onglet de la contribution. La contribution, c'est ce que vous pouvez donner. Parce que vous savez que celui qui reçoit, c'est celui qui donne en premier. Donc, qu'est-ce que vous voulez redonner? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, apporter un pourcentage de votre chiffre d'affaires à des associations? Est-ce que vous voulez aider des jeunes dans leurs projets professionnels, contribuer à des associations, faire du mentorat? Comment vous voulez contribuer? Comment vous voulez redonner? Et je vous le redis, c'est vraiment une expérience personnelle. On peut y croire, ne pas y croire, mais pour moi, le fait de l'avoir écrit, de l'avoir noté, c'est comme si ça avait imprimé quelque chose en moi et c'est comme si ça m'avait conditionné à aller chercher ce résultat. Est-ce que ça vous parle? Donc, on est ensemble pour aller générer du chiffre d'affaires, pour aller faire des ventes, mais on ne va pas s'arrêter à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ces ventes? Qu'est-ce qu'on fait avec cette transformation? Une fois que vous avez le résultat que vous projetez, qu'est-ce que vous en faites en matière d'expérience, en matière d'évolution personnelle et en matière de contribution? Dites-moi si ça vous parle, si c'est parlant pour vous, si ça fait sens pour vous. Parce que ça ajoute, en plus de juste, entre guillemets, poser des objectifs, le fait de se mettre dans cette dimension de vivre une expérience avec ses résultats, d'avoir une évolution avec et savoir exactement comment vous voulez évoluer là-dedans, d'avoir la contribution que vous voulez dans quel type de contribution vous voulez utiliser vos résultats, ça vous conditionne encore plus à aller chercher votre objectif. Est-ce que ça vous parle? Yes? Très bien. Donc ça, vous l'avez dans les workbooks et je vous laisserai travailler tranquillement dessus. Maintenant, on passe du coup au contenu de la séance d'aujourd'hui sur les déclencheurs de la décision d'achat. On va voir la psychologie dans la vente et votre psychologie d'achat et les 7 clés de la persuasion positive. Et c'est parti. Donc au programme, on va voir les blocages à la vente, déclencheurs de l'achat et les 9 pouvoirs de la persuasion. Qu'est-ce qui bloque les ventes? J'ai listé 2 types de blocages. Quand je dis bloquer une vente, la dernière fois que vous avez été face à un client qui n'a pas acheté, il y a eu des blocages externes.
c'est-à-dire des blocages qui sont presque indépendants de votre volonté, et des blocages internes qui, là, se jouent en vous, dans votre posture et dans le message que vous avez envoyé, qu'il soit verbal ou non verbal. Et dans les blocages externes, il y a votre niche. C'est-à-dire, si vous n'avez pas suffisamment défini votre niche et que finalement, vous n'étiez pas face à la bonne personne, il y a aussi la douleur de votre client. Si vous n'avez pas suffisamment ciblé la douleur de votre client, ben, la vente ne peut pas se faire si vous ne connaissez pas suffisamment le besoin de votre client. La vente ne peut pas non plus se faire si votre client n'a pas de pouvoir d'achat, si vous êtes sur une niche où les gens ne sont pas en mesure de vous payer ou ne sont pas capables de vous payer. Et la vente ne peut pas se faire, ou en tout cas, vous allez avoir beaucoup moins de ventes et peut-être des ventes décroissantes si vous êtes sur un marché qui est en déclin. Je pense par exemple à un marché comme les newspapers, les magazines papier. Voilà, ça c'est un marché qui est clairement en décroissance et bah, ça va être compliqué d'avoir des ventes exponentielles ou de manière ça va être très très difficile d'avoir des ventes exponentielles sur un marché qui ne grandit pas, qui ne croît pas. Donc, croît dans le terme croissance. Donc ça, ce sont les blocages externes. Et c'est des blocages que vous pouvez aussi, auxquels vous pouvez remédier, évidemment, en retravaillant votre niche. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas avec la bonne clientèle, eh bien, peut-être changer de clientèle ou revoir le message que vous adressez à cette clientèle. Est-ce que vous connaissez suffisamment le besoin de votre client? Est-ce que votre client aujourd'hui est en capacité de vous payer à votre juste valeur? Et ça, c'est important puisque ce n'est pas tout d'être payé, mais à votre juste valeur, au juste prix pour vous et pour lui. Et est-ce que vous êtes sur un marché en croissance? Et les blocages internes, ce qui se passe en vous, c'est ce qu'on a commencé à décaper, à enlever, c'est le besoin désespéré de vendre. J'y vais fort dans les mots, mais ça peut arriver dans notre énergie en tant qu'entrepreneur. On est seul dans notre activité. On est la seule personne qui développons notre activité. Nous sommes la seule personne sur laquelle reposent les revenus générés de notre activité. Et parfois, on a la pression d'aller vendre. On a la pression de générer du chiffre. Et ça se ressent dans notre manière d'interagir avec notre client. Dites-moi si ça vous parle. Les autres blocages internes, c'est la lumière sur soi. C'est-à-dire que quand je parle avec mon client, on a commencé à le voir la semaine prochaine, on l'a vu aussi en atelier, dans la mini-formation sur la vente. Quand je parle avec mon client, si je mets la lumière sur moi inconsciemment, en parlant trop de ma vie, mon parcours, je suis passée par là, en étant trop dans la démonstration de mon expertise, je veux te montrer que je suis experte dans mon domaine, donc j'ai besoin de te le montrer, je vais te le montrer pour que tu vois bien que je maîtrise mon sujet. En mettant la lumière sur soi, ça bloque le client. Et notre discours interne aussi bloque le client et bloque la vente. Quand je dis discours interne, c'est quand déjà, avant d'aller dans cette vente, avant d'aller dans cette interaction avec mon client, en fait, je ne crois même pas que je vais réussir à vendre. C'est-à-dire que je commence à douter, est-ce que je vais réussir à lui vendre quelque chose? Est-ce qu'il va vraiment acheter? Est-ce que je suis capable de vendre? Est-ce que je vais pouvoir vendre? Notre discours interne conditionne nos ventes. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi toujours dans le chat si ça fait sens, si c'est parlant pour vous, ce que ça évoque pour vous. Et le message inadapté aussi, ou l'offre inappropriée, inadaptée, ça évidemment, clairement, ça tue la vente aussi. Donc, on va voir comment lever tout ça. Donc, en pratique, c'est parti. On est là pour travailler ensemble. Là, je vous ai mis dans le workbook d'aujourd'hui. Donc, si vous retournez sur le drive partagé dans le workbook de la séance 2, si vous ouvrez ce workbook et que vous faites une copie pour pouvoir vous l'approprier et du coup travailler tranquillement dessus, vous avez le premier onglet, les barrières externes. Aujourd'hui, quelle est votre niche? Et pourquoi vous avez choisi cette niche? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est la bonne niche pour vous? Vous vous sentez aligné avec cette clientèle?
Ça se passe, ça se joue en vous, ça se joue entre vous et vous. Est-ce que les clients que vous avez aujourd'hui, c'est vos clients d'âme, c'est vos clients avec lesquels vous êtes vraiment en expansion quand vous travaillez avec eux, ou vous sentez que peut-être que je peux toucher une autre clientèle, je peux garder celle-là, mais j'ai aussi besoin de toucher un autre type de client. Ensuite, vous avez les 3 douleurs principales de votre client. Aujourd'hui, votre client a une problématique à laquelle vous apportez une solution. Qu'est-ce que ça génère comme pain point chez lui? Qu'est-ce que ça génère comme douleur chez lui? Qu'est-ce que ça génère vraiment? Qu'est-ce que ça crée comme problème pour lui? Et est-ce que vous connaissez son pouvoir d'achat? Est-ce que vous savez ce que cette personne est prête à payer? Est-ce que vous avez déjà échangé avec des personnes qui étaient vraiment OK avec vos prix? Ou est-ce que l'objection du prix revient souvent? Allons-y. Henrifa, Oui. quand tu parles des douleurs principales du client, tu parles de l'entreprise ou de la personne avec qui on est en contact, du commanditaire? Oui, excellente question. Alors, c'est un peu des deux, parce que le commanditaire, lui, il a des objectifs personnels. Quand il doit faire appel à toi, c'est parce qu'il a été quelque part mandaté par l'entreprise. L'entreprise a des objectifs en matière d'inclusion et de diversité, et ça crée des situations dans l'entreprise, donc en fait, des situations parfois conflictuelles ou problématiques dans l'entreprise, et ça génère un certain climat dans l'entreprise. Donc, lui, il a un enjeu d'aller trouver quelqu'un comme toi pour désamorcer les problématiques qu'il rencontre en entreprise. Donc, c'est à la fois un sujet pour lui, c'est pas un sujet personnel, mais ça peut le devenir si, par exemple, il vise à être promu, ou pour lui, c'est très important de réussir cette mission, ou pour lui, c'est très important d'emmener de l'inclusion et de la diversité dans son entreprise, et il a un rôle d'intrapreneur. Et donc, il est dans cette quête de peut-être que son entreprise ou son management, pardon, sa hiérarchie, voilà, cherchez le mot, sa hiérarchie n'est peut-être pas encore acculturée à ces notions d'inclusion et de diversité, et lui, il a un vrai rôle à jouer. Ça va dépendre du type de profil. Tu vas avoir des personnes qui ont la direction qui est engagée dans l'inclusion et dans la diversité. C'est pas vraiment un sujet pour eux, mais étant donné que c'est un sujet pour la direction, ça devient un sujet pour eux. Donc, sur le plan personnel, ils ne sont pas forcément touchés, mais ils sont dans la mission de te trouver pour proposer des activités de diversité et inclusion. Et tu vas voir le profil de la personne qui est en train d'essayer de convaincre quelque part sa hiérarchie, parce que pour elle, c'est très important que son entreprise s'aligne avec ces notions d'inclusion et de diversité. Tu vas avoir ces deux profils, et pour cette personne-là, ça rentre dans ses valeurs fortes d'inclusion, de diversité, et donc c'est pas vraiment le même discours parce qu'elle, elle est déjà acculturée. Sa douleur à elle, c'est de réveiller sa hiérarchie peut-être. Et donc toi, tu vas pouvoir l'aider en lui apportant un discours qui va lui faciliter que sa hiérarchie accepte finalement de te faire intervenir. Tu vois la différence, Laura? Oui, très clair, mais c'était pour savoir c'était quoi l'objectif là, si on parlait de l'entreprise ou de la commanditaire, c'est tout. Ouais. Merci Donc là, beaucoup. je pense que c'est la commanditaire, mais tu vas avoir différents profils de commanditaire pour toi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de cet exercice? OK. Donc, si je reviens, je retourne sur le… Donc, vous avez… Quelle est votre niche? Donc, vous connaissez votre niche. Les douleurs principales de votre client, est-ce que les douleurs principales de votre client sont claires pour vous? Mettez-moi dans le chat. Un type de douleur. Partagez des types de douleurs dans le chat, juste pour… OK, le manque de temps, effectivement, j'ai pas le temps de faire le ménage chez moi et ça devient un problème parce que j'ai des choses qui s'empilent, absolument. Et je n'avance pas sur mon projet. Alors, est-ce que tu peux préciser c'est quoi ne pas avancer sur le projet, Mino? Parce que
toi, tu es dans le minimalisme, tu t'adresses généralement à des particuliers. Quand tu dis qu'ils n'avancent pas sur leur projet, qu'est-ce que tu entends par là? Le manque de visibilité. Là aussi, Thomas, comment est-ce que tu peux qu'est-ce que tu as identifié comme douleur du fait de manquer de quelle est la conséquence pour un entrepreneur ou une entreprise de ne pas avoir de visibilité? Tu peux aller encore un peu plus loin, tu peux aller gratter encore un peu plus loin. Le manque de compétences aussi. Oui, le fait de ne pas savoir faire, clairement, ça peut être handicapant à un certain niveau. Ok. Bon, vous avez compris, l'idée, c'est vraiment d'aller cibler, d'aller vraiment creuser sur ce qui fait de la peine à votre client, parce que ça va jouer dans les messages qu'on va créer par la suite. All right. Au niveau de vos barrières internes, donc de ce qui vous bloque vous, ce qui se passe en vous, ce qui se joue en vous, on va aller chercher les 5 freins qui vous empêchent de vendre et leur pourquoi. Donc là, vous avez le deuxième onglet du workbook de la séance 2. Vous avez les barrières internes, tout simplement. Barrières internes, donc l'onglet numéro 2, là, vous pouvez lister les 5 freins qui aujourd'hui vous empêchent de vendre. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque vos ventes? Qu'est-ce qui vous empêche de vendre aujourd'hui? Ensuite, vous avez les 3 messages que vous aimeriez envoyer à vos clients. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos clients aujourd'hui? Qu'est-ce que votre client a besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie d'envoyer à votre client aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre client? Ou qu'est-ce que vous aimeriez que votre client entende? Parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas la visibilité qu'ils méritent sur les réseaux, que leur client ne les entend pas, ne les voit pas. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils entendent? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils découvrent chez vous? Allez-y. On le fait ensemble. Hein. Ce n'est pas des devoirs à la maison. On commence en tout cas pour vraiment actionner. Et après, vous pourrez revenir et peaufiner. L'idée, ce n'est pas de vous surcharger, mais c'est vraiment d'aller travailler sur votre business ensemble. Donc, profitons de ce temps qu'on a ensemble et allons réfléchir sur votre business là aujourd'hui. Donc, cet exercice, c'est les 5 freins qui, selon vous, vraiment, si vous vous connectez à vous, ok, qu'est-ce qui m'empêche de faire des ventes aujourd'hui? C'est quoi les principaux blocages? Ce qui vous vient, mettez ce qui vous vient. Vraiment, là, on ne se prend pas la tête. Mettez ce qui vous vient, parce que ce qui vous vient, c'est généralement assez pertinent. Ensuite, les messages que vous aimeriez envoyer à votre clientèle. Et puis, le discours interne, de vous à vous. Quand il s'agit d'aller vendre, quand il s'agit d'aller au contact d'un client, d'un prospect, d'un client potentiel, comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous êtes en doute? Est-ce que vous êtes en questionnement? Est-ce que vous êtes un petit peu stressé? Est-ce que vous avez la pression? Qu'est-ce qui se joue en vous quand il s'agit d'aller au contact du client? Le stress, comment gérer? Yes. Ah non, ça, c'est les réponses de tout à l'heure. Vous pouvez mettre aussi dans le chat quelques réponses ici. Là, on va vraiment déterrer des choses qui se passent en vous, des choses qui ne sont pas toujours agréables, mais le fait de mettre le doigt dessus va nous permettre justement de travailler dessus. Donc, on liste ce qui, dans votre ressenti, ce qui, selon vous, aujourd'hui, vous empêche.
de faire des ventes, vous empêche de finaliser une vente. Et si vous souhaitez partager dans le chat. Et si vous avez identifié le discours interne, le discours bloquant interne, l'idée, ça va être d'aller apporter une réponse. Je regarde dans le chat si vous avez donné des exemples de discours interne au moment d'aller au contact du client et on va voir quelle réponse apporter à ce discours interne. Quand vous avez ce type de réflexion, ce type de pensée, ce type de frein finalement qui se manifeste à l'intérieur, parce que c'est des choses qui se passent en nous et juste entre nous et nous-mêmes. Et même si on a l'air, on se dit c'est bon, je suis confiante, je vais voir ce client, j'emmène toute ma belle énergie. Si à l'intérieur, il y a le moindre doute, dans notre non-verbal, il y a des choses qui vont se manifester. Donc, c'est important d'aller vraiment mettre le doigt sur notre discours interne avant la vente pour pouvoir désamorcer ça. Ça vous parle? Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite partager dans le chat quelques éléments de ce qui bloque la vente, du message apporté au client ou du discours interne? Voilà. Discours interne, vais-je enfin arriver à vendre? Donc ça, arriver dans cette énergie, on est dans le besoin de vendre. Et quand on est dans le besoin de vendre, on n'est pas dans sa posture de cardiologue. Et donc, qu'est-ce qu'on va envoyer dans le non-verbal? Vous savez, le client en face, même si vous avez un discours hyper travaillé, un script de vente, vous allez lui dire des choses dans votre non-verbal. Et ce que vous allez dire dans votre non-verbal, c'est le discours interne. Il va sentir que vous n'êtes pas en confiance. Vous allez soit bégayer, vous allez trembler, le stress va se sentir, la voix va être un peu aiguë. Il va sentir quelque chose qui va le bloquer, en fait, qui va le freiner. Peur que mon client pense qu'il puisse se passer de mon expertise. Oui, se dire, OK, est-ce que mon client a vraiment besoin de moi? Parce qu'aujourd'hui, tu aides les personnes à organiser des événements. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde peut se dire, je vais créer mon événement. Je vais sur Eventbrite, je vais louer une salle. C'est un peu comme les wedding planners. Hein. J'ai une copine qui se marie, elle se dit, non, mais ça va, finalement, je n'ai pas besoin d'une wedding planner parce que ça coûte un bras et c'est bon, je vais le faire toute seule, même si c'est du stress, même si c'est de la fatigue. Et donc, elle, c'est pas une cliente pour une wedding planner, mais il y a bien des clientes qui vont faire appel à une wedding planner. Donc, tout le jeu pour toi, Charlène, ça va être d'aller trouver des personnes qui veulent organiser des événements, peut-être pas des petits événements qui peuvent finalement faire eux-mêmes, peut-être des gros events, peut-être que tu vas gérer, tu vas déjà gérer un zénith. Donc, c'est peut-être ce type d'événement qui te faut. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des clients qui peuvent se dire, finalement, je peux le faire seul. Mais du coup, toi, quelle est la posture à avoir face à ça? C'est d'une part, si cette personne se dit ça, ce n'est pas mon client. Clairement, si elle peut le faire elle-même, ce n'est pas mon client. Donc, moi non plus, je n'ai pas besoin d'elle. C'est que, voilà, elle va se débrouiller toute seule. Tant mieux pour elle. Ce n'est pas mon client, en fait. Donc, être vraiment dans l'énergie de j'ai pas nécessairement peur qu'elle puisse se passer de moi. Si elle peut se passer de moi, c'est que c'est pas mon client. Si elle peut se passer de toi, c'est pas ton client. Peut-il me faire confiance? Très bien. Est-ce que toi, tu as confiance en ton expertise? Est-ce que toi, tu te ferais confiance pour travailler avec toi? À partir du moment où toi, tu te ferais confiance, où toi, tu irais avec toi les yeux fermés, en fait, ton client a besoin de sentir ça, que tu es en assurance par rapport à ton expertise et à ce que tu fais chez elle et à ce que tu fais chez lui. Il a besoin de sentir ça. Donc, reconnecte-toi au fait que toi, tu pourrais être ta propre cliente. Comment lui faire comprendre que c'est un investissement? C'est à lui, et c'est là tout l'enjeu. C'est pas à toi de lui faire comprendre ça, c'est à ton client de décider d'investir.
Je sais que ça paraît, oui, mais Henri Favre, moi, j'ai besoin d'avoir des clients, je discute avec des prospects, je veux pouvoir les convaincre. D'accord. Mais l'idée, c'est que toi, tu sortes justement de cette posture d'essayer de le convaincre. Mais en fait, dans ta relation avec lui, dans ton échange avec lui, dans ton discours avec lui, la suite logique dans sa tête, ça va être non, mais il faut que je travaille avec elle, en fait. Tu vois, on va construire un discours de vente de telle sorte à ce que ce soit ton client qui te demande comment ça se passe avec toi, comment ça marche avec toi, est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est ça qu'on veut. Personnellement, c'est ce que je fais. Et c'est ça que j'ai envie de vous emmener à faire avec votre client. Ce n'est pas d'essayer de le convaincre, c'est que ce soit lui qui soit convaincu de par la qualité de l'échange que vous allez avoir avec lui. Ça fait sens? Go. Alors, attendez, hop. Donc, on a vu les déclencheurs, on a vu ce qui bloque la vente. Donc, il y a les barrages externes et les barrages internes. Maintenant, on va voir ce qui va déclencher une décision d'achat chez votre prospect. Et ça, je vais vous retourner la question. Vous savez que j'aime beaucoup faire cet exercice, c'est de vous mettre déjà dans la situation avant de parler de quel concept. Donc, on va vivre la situation ensemble. C'était quand la dernière fois que tu as cédé à un achat? Qu'est-ce qui t'a motivé pour cet achat? Et qu'est-ce qui s'est joué en toi? Reconnecte-toi à la dernière fois que tu as craqué, en fait. Que ce soit sur le plan privé, sur le plan perso, pro. La dernière fois que tu t'es dit, c'est bon, j'y vais. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est joué en toi? Qu'est-ce qui s'est passé en toi si tu repenses à nos échanges, si tu repenses à cet échange-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est joué en toi? Qu'est-ce que tu t'es dit? Dans quel état tu étais? J'ai été séduite. Oui, je suis une grande séductrice, vous ne savez pas, mais… Oui. C'est ça qu'on veut aller créer chez vos clients. On veut que votre client se sente compris, qu'il soit en confiance et… Excitation, oui, c'est ça, on est dans… il y a des émotions, hein, c'est une explosion d'émotions et c'est ça qu'on va aller créer chez vos clients. On veut que vos clients soient dans cet état d'esprit, dans cet état d'être. Et c'est ce qu'on va faire ensemble et qu'on a commencé la semaine dernière avec les déclencheurs. Donc, qu'est-ce qui va déclencher la décision chez votre acheteur? Donc, il y a les principes de Robert Cialdini dans le livre Manipulation et influence et manipulation. Je les reprends ici, mais nous, on va aller encore plus loin. Donc, il y a le principe de réciprocité. La réciprocité, c'est aller créer l'état chez votre client où finalement, quelque part, c'est pas qu'ils se sont redevables, mais en fait, vous lui avez donné quelque chose et naturellement, ça, c'est la loi, c'est une loi naturelle. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il est dans la position de redonner, de give back, voilà, elle m'a donné quelque chose, je sens que je veux moi aussi lui redonner quelque chose. Il y a l'autorité dans votre domaine, c'est-à-dire aller, pour le coup, là, démontrer votre expertise. Et il y a des façons, on a commencé à le voir avec les 5 gestes qui bloquent la vente, il y a des façons de montrer votre expertise. La preuve sociale, c'est les témoignages que vous pouvez avoir, mais pas que. Si vous n'avez pas de témoignages aujourd'hui, pas de panique, il y a des façons d'apporter de la preuve sociale au-delà des témoignages clients, mais ça en fait largement partie. La rareté et l'urgence, c'est avoir un produit qui ne se vend pas, qui n'est pas forcément accessible tout le temps. Et ici et maintenant, c'est ici et maintenant que la décision se prend. Maintenant, on va faire l'exercice de votre côté. On rentre dans le workbook et en principe, vous avez… Hop, dans les déclencheurs d'achat, il y a des petites questions à répondre pour actionner, parce que là, ça reste du théorique, hein, principe de réciprocité, autorité, preuve sociale, rareté. Comment on le concrétise dans vos business, comment ça devient concret dans vos business.
Donc ici, pour le principe de réciprocité, on va aller chercher ce que vous pouvez offrir à votre client pour activer ce principe de réciprocité. Peut-être que vous avez un e-book gratuit, peut-être que vous avez une masterclass gratuite, peut-être que vous offrez des démonstrations en entreprise, peut-être que vous, dans votre créativité, dans votre domaine d'activité, selon ce que vous avez décidé de mettre en place ou selon ce que vous pourriez décider de mettre en place, donc là aussi, ouvrez le champ des possibles. Qu'est-ce que vous pouvez offrir de manière très rapide, hein? Ce n'est pas quelque chose qui va se mettre en place dans 6 mois, c'est quelque chose que vous pouvez actionner là, dès aujourd'hui, dès demain. Qu'est-ce que vous pouvez offrir à votre client? Ça, c'est la première question. La deuxième question, en termes d'autorité, à quoi tu marques ton autorité dans ton domaine? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux et que tu délivres des conseils autour de ton expertise? Est-ce que tu interviens en entreprise? Est-ce que tu travailles avec des partenaires qui sont des références dans ton domaine? Quoi d'autre? Là, c'est ce qui me vient en tête, mais vous, dans vos domaines respectifs, vous avez d'autres, j'imagine, d'autres champs pour marquer votre autorité dans votre domaine, marquer votre présence dans votre domaine. C'est quoi? Est-ce que ça vous parle? Je vois Laura qui se tient la tête. Dis-moi si ça va? Ok, donc là, on travaille sur vos activités. Je sais que c'est des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, mais c'est comme ça, en fait, qu'on va aller déterrer, on va aller faire différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici pour aller chercher de nouveaux résultats. Donc, le principe de réciprocité, est-ce que vous savez ce que vous pouvez offrir aujourd'hui gratuitement à votre client? Oui. Est-ce que vous savez ce qui marque votre autorité dans votre domaine aujourd'hui? Ou ce que vous avez envie, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, que vous projetez de faire, que vous ne vous êtes pas autorisé à faire, que vous n'avez pas eu le temps de faire, vous pouvez le noter. Parce que c'est quelque chose qu'on va aller chercher aussi si vous vous sentez aligné avec ça. Si vous vous sentez de faire des conférences, par exemple, et que vous n'en avez pas encore fait, on peut en créer pour vous. Là, dans le cadre de ce programme, on peut créer un événement, un webinaire au sein du réseau YouStart où vous allez parler de votre activité pour faire l'exercice, en fait. Donc, on ne ferme aucune porte. On ouvre vraiment tous les champs des possibles dans ce que vous pouvez créer en termes de démonstration de votre autorité. La preuve sociale. Quelles sont les preuves aujourd'hui indiscutables vous concernant qui prouvent finalement votre capacité à aider une personne à se réaliser, à aider une personne à atteindre son objectif, à aider peut-être une entreprise pour Laura à avoir ce climat un peu plus inclusif et plus de diversité dans son entreprise? Et comment vous créez la rareté autour de votre offre? Comment vous créez de l'urgence? Est-ce que vous faites des promos, des lancements à telle date? Donc, vous proposez des prestations de telle date à telle date et puis c'est tout. Est-ce que vous faites des early bird, donc des tarifs préférentiels à certains moments? Comment est-ce que vous rendez votre offre rare aux yeux de votre client et comment est-ce que vous créez l'urgence chez lui? Quand je vous vois faire ça, je me dis: «Ouh là là, ils sont en train, c'est dites-moi que c'est positif s'il vous plaît, parce que quand je vous vois faire ça, je me dis: "Mince". Oui, alors un e-book, une mini formation vidéo et j'aimerais faire des lives en plus des posts LinkedIn, mais pas assez le cap. OK, alors pour les lives, c'est une très bonne, c'est bien de le dire ici. Pour les lives, on va organiser des lives ensemble sur LinkedIn et vous aussi, je vais vous challenger parce que vous avez des domaines, vous avez des ponts entre vos différentes expertises. Je vais vous challenger pour faire des choses ensemble, en fait, parce que c'est en faisant des choses ensemble que vous allez booster votre visibilité mutuelle et je pense que ça peut être hyper intéressant. Je pense à Akio et Anne-Constance, je pense à Laura et Charline. Charline qui, elle n'est pas là aujourd'hui, mais peut-être que tu la connais, Charline Moreau.
Il y a des ponts. Lika, Laura, Lika, Charline. Il y a pas mal de ponts. Et je vais vous challenger, je vais vous lancer des défis. Hein. Donc, ça, je suis plutôt à l'aise avec les vidéos. Génial, Pierre. Donc, il faut y aller. Ça fuse dans la tête. Mais c'est un bon signe. C'est bon signe si ça travaille. Ok, donc vous avez cet exercice, vous pouvez vous poser dessus et vraiment aller vraiment dans la chirurgie. Hein. Là, on est dans la haute couture de votre stratégie. Allez vraiment chercher ce que vous pouvez faire de différenciant. Un e-book, tout le monde a un e-book. En quoi ton e-book est différent? Qu'est-ce que tu apportes avec ce e-book? Est-ce que tu le couples avec de l'audio? Est-ce que tu l'offres de manière, je sais pas, tu le remets en main propre? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de différent par rapport à tes concurrents? Cherchez toujours ce que vous allez faire de différent. Ensuite, dans les déclencheurs de la décision d'achat, il y a ce que j'appelle le CER, pour mes mots techniques, la confiance, les émotions et la récompense. Ce qui va vraiment faire qu'une personne passe à l'action et achète chez vous, c'est ces 3 éléments. Dans ces 3 éléments, il y a plusieurs éléments, mais que la personne se sente en confiance. Personne n'achète sans être en confiance. Que la personne, il y ait une émotion qui se crée. Et il y a un sentiment de récompense. C'est-à-dire, je sais que j'investis pour avoir quelque chose. Et tout à l'heure, Lika a parlé d'excitation parce que elle a payé sa prestation, mais elle était excitée déjà à l'idée de travailler sur ce projet, sur ce programme. Donc, comment est-ce que vous allez mettre votre client dans cet état? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour instaurer un climat de confiance, pour détecter les besoins et les désirs de vos clients, pour réduire la dissonance cognitive, pour jouer sur les émotions, pour créer de l'engagement, puisque c'est tout ça qui crée ça. Donc, c'est instaurer un climat de confiance, détecter les besoins et les désirs, réduire la dissonance cognitive, on va voir ce que c'est tout de suite, jouer sur les émotions, créer de l'engagement, c'est ce qui fait ces 3 éléments, confiance, émotion, récompense, et voici comment on procède. Pour instaurer un climat de confiance avec votre client, allez chercher quelles sont les 3 à 5 actions concrètes que vous pouvez réaliser pour le mettre en confiance. Pour le mettre en confiance, pour instaurer un climat de confiance, la personne doit avoir le sentiment que, en fait, c'est comme si vous étiez proche. Vous êtes un proche parce que vous avez tellement compris son besoin, vous avez tellement compris son problème, et vous vous êtes aussi investi et engagé avec lui ou avec elle, qu'en fait, il y a une connexion qui s'est créée, une forme de familiarité positive qui s'est créée. Et en fait, cette personne, elle est dans un climat de confiance. Ça vous parle? Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec chacun d'entre vous. Avec chacun d'entre vous, il y a une histoire. On a une histoire, on a une relation. Il y a quelque chose qui s'est créé bien en amont, depuis, pour certains, plusieurs mois. Et en fait, la conclusion, l'achat, la vente, c'était une suite logique de notre relation. Donc, nous, ce qu'on veut pour vos ventes, pour vos clients, c'est ça, c'est aller chercher une suite logique. C'est que la vente soit une suite logique. C'est pas de la prospection, c'est pas du démarchage, c'est une suite logique. Demain, les entreprises que tu vas cibler, Lika, tu vas créer un contact avec les mandataires, les représentants, je ne sais pas comment on les appelle. Mais l'idée, c'est que ce soit une suite logique. Même si c'est en entreprise, tu vas créer un lien avec ces personnes. Les meilleures affaires, les meilleurs deals se font, je sais, parfois autour d'un verre, dans des restos. Donc, toi, comment tu vas créer un climat, un espace, ça on l'a vu la semaine dernière, comment vous allez créer un espace de rencontre pour votre client? Parce que vous voulez créer une relation avec eux, mais pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut d'abord la rencontrer. Comment vous allez rencontrer vos clients, même si vous êtes sur Instagram? Même si vous êtes sur Instagram, comment vous allez créer une vraie rencontre avec ces personnes? Vous pouvez provoquer la rencontre. Et là, je reviens sur l'exemple de Laura. Tu peux très bien imaginer aujourd'hui créer un mini sommet ou un petit event de tous les… c'est quoi le job title? C'est quoi le titre, la profession, la fonction des personnes qui sont tes points de contact en entreprise?
Responsable diversité inclusion ou les DRH. Donc, responsable diversité inclusion, tu peux très bien imaginer un live sur LinkedIn à destination des responsables d'inclusion et diversité dans les entreprises et en fait les challenger. Si tu en connais forcément quelques-uns avec lesquels tu as déjà travaillé, les inviter dans un live, les interviewer sur leur vision, sur vraiment leur regard sur la diversité et inclusion, ça va forcément parler à d'autres et tu vas créer comme ça cet espace de rencontre, cet espace d'échange. Donc, allez chercher dans vos domaines d'expertise comment vous pouvez créer un espace de discussion avec votre client. Parce que c'est là que ça va se passer. C'est là que vous allez connecter et c'est là que vous allez créer une relation avec ces personnes. On ne cherche pas la vente, même si c'est la conséquence de toutes les actions qu'on va mettre en place. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller créer un espace de rencontre avec vos clients. Donc, listons ensemble 3 à 5 actions, et ça, c'est dans le workbook, vous pouvez compléter le petit workbook, 3 à 5 actions concrètes que vous allez pouvoir réaliser pour mettre votre client en confiance. Est-ce que vous allez lui créer une rencontre? Est-ce que vous allez lui offrir un cadeau gratuit? Est-ce que vous allez l'inviter quelque part à un événement? Est-ce que vous allez lui envoyer un article qui va l'intéresser? Est-ce que vous allez… Qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, moi, si je dois réfléchir, je dois faire l'exercice avec vous. En ce moment, alors je me connecte à un prospect chaud. Voilà. J'ai un prospect chaud. J'ai une personne qui m'a contacté sur LinkedIn la semaine dernière. C'est une fondatrice, elle est CEO d'une start-up. Elle a quelques mois d'activité. Elle a déjà une clientèle et elle veut faire x2 son chiffre d'affaires. Et nous avons rendez-vous tout à l'heure à 4 heures pour un diagnostic. Qu'est-ce que je vais faire pour la mettre en confiance? Cette personne a fait la démarche de me contacter, je ne la connaissais pas avant. Donc, on a eu un premier échange de 15 minutes vendredi dernier et on a fixé le rendez-vous. Ça s'est bien passé et donc on a poursuivi pour un rendez-vous aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire pour la mettre en confiance? J'ai regardé sa page LinkedIn. J'ai regardé son entreprise. J'ai noté des choses, des feedbacks que je peux lui faire. Comme ça, de manière gratuite et je vais lui faire ces feedbacks-là. Quand on va échanger, c'est elle qui va le plus parler. Et ça, c'est ultra puissant. Je vais la faire parler. Moi, je vais très, très peu parler de mon expertise parce que d'une part, c'est elle qui est dans la démarche, c'est elle qui est dans la demande. Donc, moi, je reste dans ma posture de cardiologue. Tu vas chez le médecin, tu vas chez le cardiologue, il te fait parler. Donc, je vais la faire parler sur sa stratégie, sur ses objectifs, sur les problématiques qu'elle rencontre aujourd'hui. Elle va parler. Et le fait de parler de ces choses-là qui la préoccupent, c'est des choses auxquelles aujourd'hui, elle ne sait pas trop à qui en parler. Donc, on est dans un climat de confiance. Elle se sent écoutée, elle se sent entendue. Elle est dans un moment où elle est en confiance. Je la mets en confiance. De par ma posture, de par le fait que je la réassure. Et moi, je suis pas dans le besoin de vendre. Est-ce que vous voyez ça se joue, c'est en interne, hein, c'est pas palpable, ça se joue en nous, ça se joue en vous. Donc, j'ai pas besoin de cette vente. Si elle signe pas, c'est pas ma cliente. Elle a pas signé. Elle a fait la démarche d'aller vers moi. En revanche, j'analyserai quand même ce que j'ai fait, ce que j'ai loupé pour qu'elle n'achète pas. Mais je pars confiante. Elle est venue vers moi, je la fais parler, je l'écoute, je la questionne. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais là, la cliente, elle est venue vers toi, c'est facile. D'accord. Comment on fait pour que la cliente vienne vous demander? Si je reprends l'exemple de Laura, si aujourd'hui, tu veux que des responsables inclusion et diversité viennent vers toi pour te demander des prestations, la première chose à faire, c'est que ces personnes sachent que tu existes, qu'elles te voient, qu'elles t'entendent et qu'elles entendent que tu as compris leur objectif, que tu as compris leurs besoins. Et n'oublie pas les deux profils qu'on a évoqués tout à l'heure. Tu vas avoir tantôt un discours qui s'adresse à celui qui est un peu, entre guillemets, sous la pression de la hiérarchie pour aller créer des solutions de diversité et inclusion. Et tantôt, tu t'adresseras à la personne pour qui c'est vraiment dans ses valeurs, parce que ce n'est pas le même discours. Et l'idée, ça va être d'aller toucher ces personnes-là.
Alors, ton histoire, comment pourrais-tu l'utiliser pour changer ta vie en mieux? J'ai pas compris la question. Je veux bien que tu reformules, Pierre. Donc, est-ce que ça vous parle? Là, l'exercice à faire ici, c'est les 3 à 5 actions concrètes que vous pouvez réaliser pour mettre votre client en confiance. Pensez à votre prochain rendez-vous si vous en avez un et mettez-vous en situation. D'accord? Ensuite, vous reviendrez évidemment sur les exercices tranquillement. La question à se poser pour détecter le besoin et le désir. Parce que c'est important de comprendre la différence entre besoin et désir de votre client. Ça, c'est une question ultra puissante. Donc, je vous l'ai donnée telle quelle. Moi, je la pose telle quelle. Là, c'est le modèle, mais après, je l'adapte évidemment. Et je la pose toujours comme ça. Enfin, dans cet esprit-là, quelles sont vos principales activités au quotidien qui nécessitent l'utilisation ou qui nécessitent que tu accèdes à tel ou tel service? Y a-t-il des fonctionnalités spécifiques ou y a-t-il des particularités, un besoin spécifique ou des expériences spécifiques que vous souhaitez améliorer sur cet usage? Ça paraît un peu barbare comme ça, comme phrase, mais l'idée, c'est de la reprendre et de la réadapter. C'est-à-dire, vous allez demander à votre client ce qu'il fait au quotidien. D'accord? Ce qui fait qu'il a besoin aujourd'hui, si je reviens sur l'exemple de Thomas, qu'est-ce qui fait que ton client a besoin aujourd'hui de prestations en design, de prestations en graphisme? Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin? Et de quoi est-ce qu'il a absolument besoin aujourd'hui? Est-ce qu'il cherche des visuels? Est-ce qu'il veut alors, il faut que je transpose sur ton exemple. Est-ce qu'il a besoin de visuel? Qu'est-ce que ça va créer pour lui d'avoir ce service-là? Pardon, j'essaie de faire l'exercice en même temps. Qu'est-ce que ça va créer pour lui d'avoir cette expérience-là avec toi? Eh bien, moi, si je le fais avec toi, Thomas, je sais que mon image, voilà, il va y avoir un effet waouh pour mon client et ça, je le cherche. Donc, mon besoin aujourd'hui, c'est un service en graphisme. Mon désir, c'est que mon client ait un effet waouh. Ça va pour l'exemple? Donc, allez chercher le besoin chez votre client et ce qu'il désire. Peut-être que le désir pour ton client l'aura aujourd'hui, en fait, il désire changer de job ou il désire être promu, il désire se rapprocher de la hiérarchie pour le type 1. Et donc, mais ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est une formation pour ses équipes en diversité et inclusion. C'est une formation pour son management en diversité et inclusion parce qu'il veut être bien vu peut-être par sa direction. Ça, c'est son désir. Il veut avoir une certaine image dans son entreprise. Il veut être celui ou celle qui a fait bouger les choses. Dans sa psychologie, c'est peut-être ça. Donc, ayez toujours en tête le besoin et le désir, parce que c'est des choses qu'on va actionner plus tard dans nos communications. Comment vous allez lever les dissonances cognitives? Les dissonances cognitives, c'est par exemple, je vais acheter une voiture et j'hésite entre une électrique et une classique. Je ne le dis pas tout de suite au vendeur, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment hésiter à l'intérieur de moi. Je peux l'exprimer comme je peux ne pas l'exprimer. Mais c'est quelque chose qui, je veux acheter, mais en même temps, je me questionne. Et donc, les dissonances cognitives, les résistances internes de vos clients, elles sont réelles, elles bloquent la vente. Donc, l'objectif, ça va être d'aller les détecter et d'aller finalement les déterrer. Donc, ça commence par les objections que vous avez. De manière très concrète, votre client, globalement, il vous dit, ouais, c'est trop cher, j'ai pas le temps, quoi d'autre? Vous avez des objections comme ça qui reviennent un peu. C'est pas pour moi, je pense pas que ce soit pour moi, ou je suis déjà, pour ceux qui font de l'accompagnement, je suis déjà accompagnée, j'ai déjà un programme, ou j'ai déjà acheté ça, ceci, X, Y, ou on a déjà fait appel à un prestataire, ou est-ce qu'on n'a pas le budget pour l'instant, je pourrais le faire seul, voilà, c'est quelque chose que, voilà, j'ai pas besoin nécessairement d'accompagnement, très bien. Donc, il y a ceux qui vous disent ça parce qu'ils sont vraiment pas vos clients
Et il y a ceux qui vous disent ça parce que ça cache quelque chose en dessous. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand on est face à notre vrai client, c'est d'aller finalement déterrer la vraie raison derrière ça. Vous avez des gens qui vous disent que c'est trop cher parce qu'ils se disent que leur copain, leur copine va peut-être pas valider parce que le budget, il est conséquent. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête, ils n'ont même pas envie de lui en parler. Ils se disent, vas-y, c'est mort, c'est trop cher. Donc, la vraie raison, c'est pas que c'est trop cher. La vraie raison, c'est qu'il y a un manque de communication ou en tout cas, il ne veut pas se prendre la tête. Vous voyez? Donc, allons déjà chercher les principales objections de vos clients. C'est quoi? C'est quoi les principales objections de vos clients? Donc, si je reviens sur le workbook, vous avez dans objections, normalement, voilà, les 5 principales objections de vos clients, ce que vous répondez à vos clients en général. Et là, si je me mets en situation avec par exemple, Thomas, si Thomas, je te dis c'est trop cher, qu'est-ce que tu me dis? Voilà, je discute avec toi et en fait, ta prestation m'intéresse, mais c'est trop cher. Quand quelqu'un vous dit que c'est trop cher, vous dites quoi? Ok, explique-moi. Explique-moi. Tu peux mettre le micro et m'expliquer la valeur. Et pour ceux qui ont suivi la mini-formation sur la vente, par exemple, Lika, je sais que tu as bien suivi. Voilà. Par rapport à quoi? Oui. J'ai mis le micro, je vais essayer de Oui. me prêter au jeu. Donc, si tu me dis que mon offre est trop chère, je vais expliquer la valeur. Alors, peut-être que je vais utiliser de la comparaison. Et en fait, quelles pourraient être donc, la comparaison par rapport à d'autres prestataires pour avoir une base, en fait, pour que le client puisse. Vas-y, dis, on se met en situation. Hein. Je suis ta cliente et imaginons, je te dis, voilà, là, Thomas, c'est trop cher. Ok. Alors, je vais te. C'est pas évident comme exercice. Alors, je te demande. C'est trop cher. Donc, par rapport à quoi, en fait? Qu'est-ce que tu imagines dépenser ou investir pour penser que mon offre est trop chère? Ok, donc déjà ici, vous voyez, il se joue quelque chose en Thomas. Et là, c'est qu'une simulation, mais imaginons, on est vraiment devant le client et en fait, il se joue ça. Il y a ce truc de mais comment ça, c'est trop cher déjà. Du coup, là, et l'idée, ça va être d'aller, de pas rentrer. Oui, il y a un malaise. Il y a un malaise. Et c'est fait exprès. Hein. Là, le client reprend un peu le lead de la conversation, mais l'idée, c'est que vous restiez toujours ce cardiologue dans votre domaine. Donc, ce malaise qui naît en vous, il vient de quoi? Il vient de ce sentiment du besoin de vendre. Déjà, parce qu'on se dit, ok, mince, Ouais. je vais rater la vente. Je vais rater ma vente. Ah oui, s'il pense que c'est trop cher, il risque de ne pas prendre. Il risque de ne pas prendre. Donc, ça crée chez vous ce sentiment, ce malaise, ce stress de je vais rater ma vente et du coup, il ne va pas acheter et mon chiffre d'affaires ne va pas augmenter. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de ça et se souvenir que c'est une personne qui a un problème auquel vous seul avez la solution. À l'instant T, devant lui, vous êtes la seule personne qui a la solution qui est devant lui. Vos concurrents ne sont pas là, c'est vous qui êtes là. Et lui, il a un problème. Donc, ce qu'on fait dans cette situation, et on va faire des simulations la semaine prochaine, en début de séance, on va se mettre en situation de ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça va être, tu vois, ta beauté en touche de, oui, je vais comparer avec les concurrents. Non, tu n'as pas besoin de comparer. Tu as besoin de lui faire repenser à son problème. Donc, on revient à son problème. Par rapport à quoi c'est un bon début? On revient à son problème et on dit, OK, très bien. Donc, tu me dis que c'est trop cher. Est-ce que tu peux m'expliquer par rapport à quoi? Est-ce que par rapport à quoi? Et en fait, tu l'as fait parler. Du coup,
Si je te réponds, bah, c'est trop cher parce que… Et là, c'est moi qui vais te parler des concurrents. Bah, parce que, par exemple, la dernière fois, je discutais avec un tel, il m'a dit que lui, c'était 500 euros. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que je vais répondre à ça? Je serais tenté de vouloir parler de mon expertise, en fait. Ouais. Est-ce que Mais quelqu'un… c'est… Lika, je te challenge pour lui répondre sur la base de tout ce qu'on a vu ensemble dans cette situation. Donc, lui, il est dans cette situation, il est avec son prospect. Son prospect le challenge sur le prix, chose qui arrive 99% des cas. Donc, qu'est-ce qu'il peut dire? Comment il peut réagir, Lika, si tu es avec nous? Oui, je suis toujours là. Enfin, j'ai enlevé ma caméra parce qu'il fallait que je mange, j'avais trop faim. Ah, bon appétit. Bon appétit. Moi, c'est vrai que j'aurais aussi… alors déjà, je suis beaucoup plus détendue parce que ça, on me pose souvent la question. J'ai eu d'ailleurs l'exemple d'un prospect hier qui m'a dit « Ah oui, mais vous êtes quand même 2 € de plus qu'un concurrent. » ou voilà. Donc, alors, je lui ai expliqué que oui, en effet, ils sont peut-être 2 € de moins, voilà, mais je ne les connais pas personnellement, je ne connais pas la valeur de leur travail. Le prix que je vous donne, c'est parce que je sais que derrière, nous vous offrons quand même des services de qualité. Donc, je suis quand même à l'aise avec les prix que je vous annonce. Et là, la personne, elle a répondu, qu'est-ce qu'elle a répondu derrière? Alors, la personne a répondu qu'elle allait aller visiter le site internet, regarder tous les forfaits que je propose. Voilà. Ok. Là, pour Thomas, donc il y a un prospect qui lui dit oui, d'accord, c'est trop cher. Et en effet, j'ai discuté avec un de tes concurrents hier qui m'a dit que lui, c'était 500 € et toi, tu as 1500 €. Effectivement, je crois que ça s'est dit dans le chat. Bah, qu'est-ce qu'il offre? Et tu l'as dit aussi, Thomas. Qu'est-ce qu'il met dans ces 500 €? Est-ce qu'il répond exactement aux besoins que tu m'as évoqués tout à l'heure? Est-ce qu'il te fait ta charte graphique? Est-ce qu'il te fait X, Y, Z? Est-ce qu'il y a tout ça là-dedans? Donc, oui, on parle de l'expertise, mais sur l'angle du besoin. Ouais. On n'est pas dans l'explication de son offre, chose que font beaucoup d'entrepreneurs dans ce cas de figure. On ne revient pas à l'explication de son offre, juste on reconnecte à son besoin et on lui dit, est-ce qu'avec ces 500 €, il répond aux besoins que tu m'as évoqués quand on a commencé à travailler ensemble? Si avec 500 €, il te fait tout ce que moi, je peux te faire à ce prix-là, bah, go. Mais en général, non. Parce que toi, ce que tu ajoutes, il y a du qualitatif. Donc, alors, vas-y. mais c'est ça. Et la personne, et vous allez avoir des gens qui vont y aller, qui vont revenir vers vous quelques mois plus tard. Moi, j'ai déjà vu le cas. Parce que en réalité, ils achètent un prix, ils n'achètent pas la valeur et ils n'ont pas la prestation à leur juste valeur. Laura, toi qui as des entreprises, est-ce que tu as déjà eu le cas de on n'a pas le budget, c'est trop cher? Ou votre concurrent, on a déjà parlé avec un concurrent et… Ouais, ça s'est déjà produit. Ça arrive pas si souvent que ça, mais ça s'est déjà produit. Ouais, et Mais du coup, généralement, quand il y a déjà une entreprise sur le truc, c'est lors déjà de la phase de pré-contact, quoi. Sinon, les gens me rencontrent. Ou alors, c'est parce qu'ils font un benchmark entre différentes entreprises. Voilà. Et tu réponds à des appels d'offres? Non, quasiment pas. Ok. Et c'est dans les projets ou pas? C'est-à-dire, c'est dans les projets. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages pour élargir oui, c'est pas ma priorité, mais c'est dans les. Ça fait partie des choses que je réfléchis à explorer. Ok. Aujourd'hui, au niveau de tes objectifs, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, toi, aujourd'hui, tu as des objectifs en tête de vente. Par exemple, là, au mois, c'est quoi tes objectifs en termes de chiffre d'affaires? Mes objectifs de chiffre d'affaires par mois, c'est 20 000. Oui. Et aujourd'hui, tu les atteins? Non, pas encore. Est-ce que tu en es loin? Est-ce que c'est… L'an dernier, là, il faut que je fasse 4 fois, en fait, par rapport à l'an dernier. Ok.
Ok. Là, l'année a commencé. Tu es en discussion avec des prospects chauds? Oui, oui, Ok. bah, j'ai pas mal de choses dans les tuyaux. Faut que ça avance, quoi. Ok. Donc là, Ok. mon Bon, objectif, c'est d'essayer de remplir davantage le tuyau pour ouais. moins dépendre de ce qui est déjà dans le tuyau. Oui, ok. Bon, on en discutera aussi en séance individuelle. Pour tout le monde, ceux qui n'ont pas encore pris leur séance individuelle avec moi, prenez-la. Normalement, vous avez reçu un mail et l'idée, c'est de faire un kick-off ensemble. En général, on le fait avant de démarrer, mais là, on peut le faire là sur les prochaines semaines. L'idée, c'est de faire un point ensemble sur votre stratégie existante pour voir ce que vous allez corriger, entre guillemets, avec ce programme. Et là, vous pouvez accélérer. Donc, c'est un point à pas du tout négliger. Hein. C'est vraiment quelque part notre point de départ, vous et moi. Et ensuite, on va dérouler le kit de préparation ensemble. On fera tous les points ensemble. Et l'idée, c'est de revenir sur ce document dans 3 mois et de voir l'évolution de ce qui aura été mis en place. Oui, Mino, pour toi, exceptionnellement, parce que c'est encore en cours. Ton dossier est encore en cours, mais tu vas le recevoir. Mais sinon, tout le monde a reçu normalement son petit, peut-être Thomas aussi, son petit mail. Ok, donc on finit, on va dépasser de quelques minutes, mais on finit au niveau de, hop. Donc, en pratique, comment je crée une stratégie émotionnelle? Et là, je vous ai mis aussi un template, donc un scénario, un modèle de scénario de stratégie émotionnelle. Donc, il y a un exemple dans le workbook, vous allez pouvoir le lire. J'ai pris l'exemple d'une vente d'une maison, donc immobilier, très facile. Et là, l'idée, c'est d'aller transposer cet exemple dans votre business, de créer vraiment un moment émotionnel parce que, souvenez-vous, ce qui crée la vente, c'est la confiance, c'est les émotions et c'est la récompense. Donc là, on est dans l'émotionnel. Et dans l'émotionnel, comment je crée de l'émotion chez mon client avec la stratégie relationnelle? J'ai ces 5 points. L'accueil chaleureux, une démarche personnalisée, une connexion émotionnelle avec mon client, de l'écoute et de la réassurance et une conclusion émotionnelle. Et ça, je voulais matérialiser dans un exemple de scénario qui se trouve dans l'onglet numéro... on est où là? Le 8. Comment? Le 8. Ouais, dans l'onglet, voilà, dans l'onglet numéro 8, stratégie émotionnelle. Donc, je vous ai donné un exemple de scénario vraiment détaillé. Et à côté, l'idée, c'est que vous créez votre propre scénario. Normalement, il faut créer plusieurs scénarios, mais on commence déjà avec un et on contextualise avec son client et on met vraiment, on s'immerge avec son client. Donc ça, je vous laisserai le faire et on en parle la semaine prochaine. Et enfin, pour la récompense, donc créer l'effet de l'engagement. Donc là, au niveau de la récompense, c'est d'aller créer un effet d'engagement et de consistance. Ça a été prouvé scientifiquement que quand une personne s'engage publiquement, et quand je dis publiquement, c'est pas forcément que ce soit sur les réseaux sociaux, mais si par exemple votre client s'engage dans une action avec vous et qu'il y a entre guillemets un témoin oculaire, eh bien votre client sera encore plus engagé et il sera quelque part dans sa propre obligation morale d'aller jusqu'au bout. Donc, l'objectif, c'est d'aller créer un engagement où votre client s'engage, entre guillemets, publiquement. Ça peut être peut-être avec son ami, avec son associé. Vous allez imaginer ce que vous pouvez faire vivre à votre client et le mettre dans l'action de sorte à ce qu'il s'engage publiquement. Moi, ce que j'ai fait, c'est les challenges, évidemment. J'ai créé des challenges et là, le fait de créer des challenges avec des personnes qui donnent des retours sur expérience, qui expliquent ce qu'ils ont mis en place, ça les engage publiquement et ça les met dans un état de consistance. Et c'est ce qui s'est passé pour Anne-Constance, par exemple. Elle a participé au challenge, elle a mis en place des actions, elle a connecté avec Marie-Laure. Derrière, elle a travaillé avec Marie-Laure. Et en fait, elle est dans cette consistance d'une relation qu'on a créée ensemble, même si à un moment, je sors de la relation, mais je suis un peu à l'origine de ce que ça a créé pour elle. Et inconsciemment, chez Anne-Constance, il y a ce sentiment de... On est connecté, en fait. C'est ça qu'on veut créer avec votre clientèle. Et peu importe votre domaine, peu importe votre cible,
c'est des êtres humains. À partir du moment où votre cible, c'est un être humain, ces principes fonctionnent. C'est juste aller chercher l'art et la manière de le matérialiser dans votre domaine d'activité. Ça vous parle? Oui. Donc là, l'idée pour la semaine prochaine, ou là, les jours qui viennent, c'est d'aller réfléchir sur tous ces concepts qu'on a vus aujourd'hui. La semaine prochaine, on commencera la séance avec une simulation. Donc, on va faire des simulations de vente. On va se mettre en situation. On va se donner des contextes. Et ensuite, on continuera sur le programme, tout simplement. Donc, pour ceux qui découvrent le programme, c'est pas des cours, c'est pas des conférences, c'est pas des webinaires. Vous voyez, on est vraiment dans l'action concrète, au cœur de votre business, au cœur de votre stratégie relationnelle. L'objectif est de commencer à implémenter ensemble et vous continuez par la suite. Et puis, on se retrouve la semaine suivante et on continue jusqu'à finir ce programme et surtout jusqu'à aller débloquer des ventes pour vous. Est-ce qu'il y a des questions ici et comment s'est passée cette première séance pour ceux qui étaient là pour la première fois et puis pour les autres aussi? Comment ça va? Vous pouvez mettre les micros. Hein. Ouais, ça va bien. Oui. Yes. Oui, il y a pas mal. Là, on ouvre des pistes. On ouvre des pistes, peut-être certaines auxquelles vous n'avez pas encore pensé jusqu'ici. Là, on pose nos bases dans cet accompagnement. C'est la deuxième séance. On a jusqu'à 10 séances et après encore, on continue. Donc, on pose nos nouvelles stratégies, on pose nos nouvelles bases. Et l'idée, ça va être d'aller, comme je vous l'ai dit, vraiment dans le détail relationnel parce que c'est là que ça se joue. C'est pas juste en créant des posts. Demain, quand on va créer des posts sur les réseaux sociaux, il va y avoir un certain message derrière et on va aller chercher à enclencher des choses. Et tout ça, ça ne peut pas se faire comme ça sur un claquement. Plus de travail pour la semaine qui arrive. Ah oui, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, ça s'ajoute au fur et à mesure. Et l'idée, c'est pour ça qu'on commence à travailler aussi dans les séances ensemble. C'est essayer de désamorcer au maximum pour que vous alliez vraiment à l'essentiel quand vous êtes à la maison. En tout cas, pour moi aussi, c'est toujours un plaisir de faire ces ateliers. Je suis trop contente de le faire avec vous parce que je sais qu'il y a une histoire particulière avec chacun d'entre vous. C'est ça aussi qui rend cet accompagnement spécial pour moi aussi. Et c'est ce que je vous souhaite aussi d'aller créer avec votre clientèle. C'est ce niveau relationnel de, en fait, individuellement, je sais qui vous êtes, je sais pour chacun comment on a connecté. Et moi, ça m'a manqué dans les accompagnements que j'ai pu faire, que j'ai pu prendre sur Internet. C'est ce côté un peu impersonnel où tu as la formatrice et les autres, quoi. Où tu as la personne. Voilà, ça m'a manqué et ça m'a toujours manqué et j'espère que ça ne sera pas ici. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose de très, très fort et de très humain aussi. Si vous avez 5 petites minutes, je vous montre très, très rapidement l'espace sur lequel on va basculer parce qu'aujourd'hui, on est sur Drive, mais demain, on va être sur YouStart. Je vous mettrai tous les replays sur YouStart et on va avoir un petit groupe privé où vous allez avoir tous les contenus et aussi pouvoir échanger, interagir. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas créer un énième groupe WhatsApp parce que il y en a pas mal déjà. Donc, l'idée, c'est d'avoir notre espace à nous. Et ce sera sur le site YouStart. J'ai une petite question, Andrifa. Oui. Toi, par rapport à ton expérience ou même les autres, franchement, je suis ouverte à tous les retours. Alors moi, c'est vrai que je démarre dans l'entrepreneuriat, bon, voilà. Et puis parfois, je vous avoue que j'ai des petits moments où je me dis mince, peut-être que je vais pas assez vite, peut-être que je ne cours pas assez après les événements, après ceci, cela. Donc qu'est-ce que tu peux conseiller à une personne dans ma position où justement le fait de m'en vouloir, ça me démotive. J'arrive toujours à me remotiver derrière. Mais si tu veux, j'ai toujours ces petits moments où je me dis mince, peut-être que mon rythme il est peut-être trop lent, peut-être que je devrais en faire plus. Voilà. Mais il est trop lent par rapport à qui? Par rapport aux autres.
Alors moi, je trouve que c'est un rythme qui me va très bien. Enfin, je suis vraiment en phase avec ce rythme-là. Mais parfois, c'est vrai que je peux avoir des remarques comme quoi, bah attends, non, mais il faut, sors de chez toi. Allez, fais, poste. Et puis c'est vrai que du coup, ça me met une pression parce que je me dis, mince, mais c'est pas… Donc voilà. Enfin, est-ce que certains d'entre vous, vous le ressentez? Est-ce que vous l'avez déjà ressenti? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un souhaite faire un retour d'expérience avant que je réponde? Parce que c'est hyper intéressant et pour moi, tu as déjà donné la réponse, mais j'aimerais bien entendre ce que pense aussi le groupe et les autres aussi. C'est normal de Oui. ressentir tout ça dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Enfin, au bout d'un moment, ça s'apaise. Moi, ça fait 3 ans que je suis entrepreneuse et il y a encore des moments où j'ai des moments de découragement, des moments où je suis dans l'euphorie la plus absolue. Au début, c'était dans une même journée que ça se produisait. Ce qui compte, c'est ton rythme à toi et de te poser les questions de est-ce que tes actions sont pertinentes par rapport à tes objectifs. C'est quoi ton objectif, par exemple, du trimestre? Et par rapport à cet objectif du trimestre, quelles sont les actions que tu vas mettre en place? Et il faut éliminer tout ce qui est superflu, en fait. Et le rythme, c'est toi qui le poses. Par Voilà. exemple, tu vois, je remarque que lorsque… Alors, pour moi, j'appelle ça faire du vent. Tu sais, lorsque tu cours, et puis au final, il ne se passe rien. Effectivement, il ne se passe rien. Donc, si tu veux, j'ai déjà essayé ce rythme-là. Et vu que je n'étais pas du tout alignée à ça, finalement, j'ai rien obtenu du tout. Alors que le fait d'y aller en douceur, à mon rythme, il s'est passé des choses. Donc, bon. Je crois que tu as ta réponse, du coup. Ouais. OK. Mais c'est normal de se poser toutes ces questions. Et puis, les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ont toujours leur mot à dire sur comment on devrait faire les choses et tout. En fait, faut laisser couler, quoi. Et c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est les proches, machin et tout. Ça peut être vite pesant et anxiogène. Mais au final, la personne qui entreprend, c'est toi. La chef de l'entreprise, c'est toi. C'est pas le voisin, c'est pas les amis. Et effectivement, pour moi, tu avais déjà donné la réponse à partir du moment où tu m'as dit, moi, ça me va très bien comme ça. Pour moi, on a la réponse, en fait. Si toi, ça te va bien, si toi, tu es aligné avec ce fonctionnement, et c'est vrai que, comme a dit Laura, à partir du moment où tu as tes objectifs et tu avances en fonction de tes objectifs à ton rythme, pour moi, les autres, ils n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils ne sont pas dans ta tête, ils ne sont pas dans ta vie, ils n'ont pas tes paramètres. Et après, si toi, tu compares, par exemple, tu te dis, tel entrepreneur, il fait ci, il fait ça, mais c'est la même chose. Comme tu n'es pas dans sa vie, tu ne connais pas ses paramètres, peut-être que lui, il n'a pas d'enfant, peut-être que lui, il a, tu vois, c'est pas le même temps, c'est pas la même vie, en fait. Donc, on ne peut pas comparer une personne juste parce qu'on la voit sur les réseaux, elle poste tous les jours, elle est là ou elle va à tous les événements. Mais en plus, on ne sait même pas ce qui se passe sur son compte en banque, tu vois. C'est pas parce qu'elle poste tous les jours, c'est pas parce qu'elle est présente, c'est pas parce qu'on la voit partout que ça marche nécessairement pour elle. C'est pas du tout un indicateur et moi, j'ai mis du temps à le comprendre vraiment. J'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, c'est deux choses complètement différentes. Il y a ceux qui effectivement réussissent et où c'est bien réel, mais il y a aussi ceux qui ont juste de la visibilité et qui, en fait, derrière, ne génèrent pas forcément. Toi, aujourd'hui, tu es lancé depuis quelques mois, tu as déjà du chiffre d'affaires. Ton entreprise tourne déjà, tu as déjà une salariée. Je trouve ça extraordinaire. Donc, on continue à ton rythme, avec tes objectifs. Et voilà, à partir du moment où toi, tu es aligné, pour moi, il n'y a pas de sujet, en fait. D'accord. Donc, je devrais bloquer un petit peu toutes ces personnes, parce que ça finit par rentrer automatiquement. Hein. Et puis, comme dit Laure, Laure ou Laura. Pardon? C'est Laura. Laura, excuse-moi Laura, parce que du coup, j'ai du mal à lire. Mais voilà, mais comme dit Laura, en fait, tes montagnes russes, c'est ce que je suis en train de ressentir. C'est terrible, en fait, parce qu'on se dit, mais mince, je suis pas comme ça, et pourtant, on se rend compte que ça arrive à pénétrer quand même, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, je vais travailler. L'entrepreneuriat, c'est un excellent coach. Pour moi, ça a été un de mes meilleurs coachs. C'est l'entrepreneuriat en soi, c'est un coach. Tu te fais coacher du matin au soir.
Parce que c'est pour rester aligné avec ta vision, avec tes objectifs et pas te laisser influencer parce que tout le monde a un avis sur comment tu devrais gérer ta boîte, sur ce que tu devrais faire, sur pourquoi tu ne fais pas ci, pourquoi tu ne fais pas ça. Tu as des avis des non-entrepreneurs et même d'autres entrepreneurs. Donc, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Et tant que toi, tu n'as pas la pression, tant que toi, tu es vraiment dans cette posture de je vais délivrer à mon client, je ne suis pas dans le besoin de vendre, et tu vas voir ce que ça va continuer de générer. Le reste, petit à petit, tu n'auras même plus le temps de penser à ça. Ça y est, là, c'est le début et c'est normal, mais pour moi, tant que tu es aligné, voilà, il n'y a pas de sujet. Tu es aligné, c'est ça le principal. Le jour où tu te désalignes, le jour où ce que tu fais, ça ne te nourrit plus, ça ne te met plus en énergie, tu y vas à reculons, là, il y a un sujet. Là, il y a matière à creuser, à discuter. Mais à partir du moment où toi, tu es bien, tu es dans ton élément, tu te sens dans ta zone de génie, tu es bien, tu es reboosté, tu as de l'énergie dans ton activité, bon, ben voilà, ça roule, quoi. D'accord. Merci, top. Merci. Merci à toi. J'arrête l'enregistrement.